Donc, je suis en charge d'un dispositif de formation pour jeunes migrants. Alors le but de cette formation, c'est de les former à la citoyenneté. Pourquoi? Pour leur apprendre leurs droits et devoirs en France. La plupart du temps, ces jeunes ont entre 16 et 25 ans. À la base, ils sont pris en charge par l'ASE, puisque donc, en fait, ces jeunes, s'ils se retrouvent en France perdus, sans papier, ils ont au moins cette prise en charge qui leur permet du coup d'avoir la plupart du temps un hébergement, des éducateurs spécialisés et qui eux sont au courant du dispositif et qui peuvent donc nous faire la demande, qui suivent cette formation. Parce qu'il leur faut quand même un minimum de prérequis pour suivre cette formation, puisqu'ils sont obligés quand même de savoir lire, s'exprimer oralement. Cette formation, elle est d'une durée de 3 semaines. Elle est donc faite d'ateliers, on va dire, assez diversifiés pour leur permettre d'avoir une vue globale donc, de la vie en France. Ce passeport pour la citoyenneté donc, est subventionné par le FEI, Fonds européen d'intégration, et donc reconnu par le ministère de l'Intérieur quand ils vont donc, en préfecture. Voilà, donc les cours de français, souvent c'est une première entrée pour les gens, ils passent la porte, ils ont joué des cours de français, et puis finalement après ils ont accès à d'autres activités, pour ce qui est de l'offre de service, les ateliers cuisine, le jardin partagé, les sorties famille, les séjours, ou alors voilà, on peut accueillir des mamans dans nos ateliers dont les enfants sont aussi en accompagnement scolaire ou au centre de loisirs, donc ça c'est hyper intéressant, ça permet de faire un accompagnement global des familles sur le quartier. Y a autre chose, une autre spécificité qui est liée aux centres sociaux et culturels, mais aussi à toutes les associations de proximité, de quartier, c'est que les personnes qui viennent demander des cours de français viennent de manière volontaire. On n'est pas ici dans un organisme de formation dans lequel les gens seraient orientés par Pôle emploi ou la mission locale ou par l'OFI dans le cadre du contrat d'accueil et d'intégration par exemple. Voilà, c'est important parce qu'en termes de dynamique d'apprentissage, moi je trouve que c'est pas tout à fait la même chose, c'est plus porteur en fait. Comment je le vois ici à J2P comme une première entrée dans le monde de la formation, voilà, c'est ça, on est un espèce de sas d'attente. C'est-à-dire soit les gens n'ont pas encore les conditions administratives qui leur permettent d'accéder à d'autres dispositifs qui pourraient être plus intéressants pour eux, plus porteurs en termes d'insertion sociale, professionnelle surtout, soit les gens remplissent les conditions administratives mais ne maîtrisent pas suffisamment les prérequis linguistiques pour accéder à d'autres dispositifs. Sur les questions d'inclusion, nous travaillons à la fois sur des questions qui concernent l'inclusion socio-professionnelle des personnes et puis on essaye aussi de remettre de l'humain dans des parcours d'intégration, si on veut l'appeler comme ça, de l'inclusion et des parcours d'intégration qui ne sont pas uniquement une injonction faite aux personnes migrantes de s'intégrer comme si c'était quelque chose qu'on décidait ou qu'on décrétait, mais plus qu'on soit vraiment dans une vision de comment on accueille, comment on accompagne, comment on peut travailler avec ces personnes. Et c'est chouette de travailler avec en particulier des publics des femmes migrantes et des jeunes étudiants jeunes diplômés immigrés. Ces choix-là part aussi d'un constat qui est la réalité des migrations aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de femmes qui migrent seules et la migration féminine est en constante augmentation. Donc, les femmes elles sont aussi nombreuses à migrer que les hommes aujourd'hui. Moi je viens du Mali. Je suis venue par l'avion. C'est à la frontière, parce que pour passer la frontière il faut montrer les passeports. Je devais aller en Allemagne rejoindre ma soeur. Et là j'avais un visa allemand, mais un visa Schengen, donc j'étais obligée de faire escale en France pour pouvoir aller en Allemagne. C'est là-bas qu'ils ont contrôlé mon passeport et ils m'ont dit que mon visa était faux. D'accord. Donc ils m'ont gardé 5 jours en plus et on est passé au tribunal. Parce que pour voyager seule, il fallait que j'augmente mon âge de 2 ans. Donc quand on allait au tribunal, quand j'ai dit que j'étais mineure, le juge a demandé qu'on fasse l'examen des os. Ouais. Donc c'est après ça que j'ai été placée.
l'information qu'on leur a véhiculée en partant, elle est complètement fausse, quoi. Ils arrivent en France, pour eux, c'était l'Eldorado, et en fait, c'est pas du tout ça. Hein. Ils se retrouvent bien souvent livrés à eux-mêmes, quand même, ils sont jeunes, quoi. Pour certains, c'est encore des adolescents. Hein. Là, par exemple, le dernier groupe qui a participé à la formation, ils avaient entre 16 et 17 ans. Donc on imagine, quoi. On imagine quelqu'un qui a 16 ans, qui arrive dans un pays qu'il ne connaît pas, qui n'a aucun repère, qui n'a pas de famille, qui n'a rien pour vivre, qui se retrouve pris en charge, heureusement, hein, ceci dit, par ces centres d'accueil, voilà. Donc là, ça permet qu'effectivement, ils ne soient pas à la rue ou qu'ils ne soient pas complètement perdus, mais c'est pas pour autant que d'un point de vue psychologique, ils puissent être indemnes de la traversée qu'ils ont faite. Hein. Pour certains, c'est exactement l'actualité qu'on connaît, donc c'est très très dur. Hein. En plus, effectivement, ils voient bien les difficultés qu'il y a pour pouvoir dire, ne serait-ce qu'après intégrer une formation qualifiante. Alors, du coup, un travail, c'est encore pire. Donc c'est vrai que leur objectif à eux, c'est vraiment, pour la plupart quand même, c'est de se dire, en même temps, je suis arrivée là, j'ai quand même la chance d'être là, il faut que je me batte et il faut que je fasse ce qu'il faut pour y arriver. Ça, c'est vrai que pour beaucoup, c'est ça. Vu qu'au Sénégal, j'ai vécu là-bas, j'ai grandi là-bas, je suis né tout, j'ai fait toute ma jeunesse là-bas, parce que là, je suis devenu adulte, voilà. Et pour la France, je ne pensais pas venir ici tout de suite, tu vois, parce que c'était mon pays de rêve depuis très longtemps. Donc je ne pensais pas venir ici tout de suite. Je focalisais sur mes études. Peut-être un jour, je vais venir ici en vacances, je vais voir découvrir quelque chose de truc. Donc voilà. Et bon, vu que des fois les rêves se transforment dans un autre sens, donc je suis venu ici tôt. Au départ, quand je suis arrivé, la première semaine c'était bien parce que c'est la semaine de découverte, le premier mois de découverte, la période de découverte. Après la période de découverte, j'ai senti la réalité qui se passe ici. Donc, il faut gagner, il faut avoir des papiers, il faut travailler, il faut faire tout pour réussir. Ouais, ce que j'aimerais, c'est d'avoir les papiers. C'est ça, d'être tranquille ici et gagner ma vie. L'idée de continuer mes études ou d'avoir des formations professionnelles ou d'avoir des trucs, c'est toujours dans ma tête et c'est sûr que je vais faire ça dans l'avenir. Pour leur entrée, leur accès au marché du travail, dans le cadre de ce programme-là, on est dans la proposition de quelque chose. On propose des programmes de formation à ces personnes migrantes, donc avec du contenu. On propose par exemple de mieux connaître, mieux savoir identifier les risques discriminatoires, savoir aussi réagir, connaître les acteurs qui peuvent aider ces personnes à s'insérer sur le marché du travail, à lutter contre les discriminations. Mais dans ce programme-là, on n'est pas uniquement dans ce qu'on appelle une formation, mais on est aussi on parle d'expérimentation parce que l'idée c'est que les retours qu'on a des personnes durant les formations nous servent nous aussi à remettre en cause notre approche. Donc c'est dans ce sens-là que je parle de parler avec, parce que même quand on est dans un apport de contenu, on se remet en question quand on a les réactions des personnes, on essaye de développer des approches pédagogiques qui soient plus sur la participation. J'ai demandé à faire une formation d'aide-soignante, puisque dans le milieu médical, ça ne chôme pas. Donc j'ai demandé à faire une formation d'aide-soignante et j'attends qu'ils me donnent une réponse. Parce que là-bas, c'est sûr que le travail, ça ne manque pas. Et aussi, ça me plaît souvent d'aider les gens, de prendre soin des gens. Donc je me dis que peut-être je vais me sentir mieux dans ce milieu aussi. Je ne sais pas trop. Ça, c'est quelque chose de très très agréable, c'est de pouvoir croiser des habitants qui ont suivi les cours de français les années précédentes et qui ont continué leurs apprentissages, soit de manière formelle en poursuivant des formations, soit de manière informelle, parce que c'est des personnes qui ont accédé à l'emploi ou qui ont développé leur réseau, en fait, voilà, de voisinage, voilà.
Moi, ce que j'entends beaucoup de la part des gens quand ils viennent demander des cours de français, c'est « je voudrais garder mes papiers secrets pour moi. Je veux plus demander de l'aide aux gens à côté de moi. Je voudrais faire les choses tout seul, toute seule. » Voilà, c'est ça que j'entends. C'est pour ça que derrière le mot autonomie, je tiens à le relier à la valeur de dignité. C'est-à-dire, même si je viens ici, je reste ici, je veux devenir autonome. Faire ma vie, d'aller voyager, créer des emplois, faire quelque chose avec mes rêves, parce qu'il y a beaucoup d'idées dans ma tête. Pas à rester dans mon coin. Quelque chose, je peux apporter quelque chose à la France, ou quelque chose à la Sénégal, ou à l'Afrique, à tout le monde, je peux faire, je peux aider les autres. Déjà, je cherche à avoir la nationalité parce qu'avant tout, pour pouvoir bien dans ce pays, il faut avoir les papiers en règle. Comme ça, t'es bien. Et ensuite, ouais, je vais travailler, vivre ici. Le fait de travailler dans cette approche et d'avoir cette sensibilité interculturelle lorsqu'on travaille sur l'immigration, sur la lutte contre les discriminations, sur les questions d'inclusion, voilà, il faut aussi ne pas avoir des a priori sur les difficultés vécues par les personnes, sur ce qui est les plus problématiques, par exemple pour trouver un emploi, pour l'inclusion sociale, mais savoir aussi écouter dans les parcours d'une personne ce qui peut effectivement être vécu comme en France, ce qui peut être à l'inverse être présenté comme un atout, comme quelque chose que la personne peut porter en plus qu'une autre personne qui n'a pas ce parcours-là. Il y en a quelques-uns quand même qui disent qu'ils sont, voilà, qui sont déçus, qui sont arrivés et que franchement ils ne voient pas comment ils vont s'en sortir parce qu'ils rencontrent quand même énormément de difficultés, beaucoup de discrimination et que parfois ils sont perdus. Mais ils disent qu'en même temps s'ils retournent chez eux, ce ne sera pas mieux, il n'y a pas de travail non plus. Quand je quittais mon pays, je n'avais pas en tête de rester en France. Je devais rester en Allemagne, donc j'étais un peu choquée de voir que j'allais rester ici. Mais maintenant, ça va. Au début, c'était vraiment compliqué. Je déprimais et tout, mais maintenant, je pense que ça va. C'est plus en plus difficile de rester en France et de venir en France. Donc, des fois, ça ne sert à rien de faire des grandes économies pour venir en France. On a la capacité de continuer nos études, quel que soit le pays qu'on est. Il faut qu'on continue nos études là-bas et investir dans l'éducation, quelles que soient les personnes. Moi, j'aime bien parce que moi, j'ai investi là-bas pour mes frères. Pour mes frères qui étudient, qui continuent leurs études là-bas. Et pour qu'ils deviennent des personnes indépendantes, mais pas indépendantes pour venir en Europe, indépendant pour rester au Sénégal, indépendant pour rester en Afrique, pour développer ce pays. Nous, on est partis parce qu'on a dépensé beaucoup d'argent, donc on ne va pas nous mettre tout dans l'eau et recommencer à zéro, donc ça ne fait pas. Pour moi, bon, on va assumer ce qu'on a fait, on va continuer dans ce lancé, continuer comme ça, mais sans oublier ceux qui sont là-bas. Déjà, à la base, je ne suis pas habituée à cette vie. Tout le temps en train de réfléchir. Tu te demandes tout le temps, est-ce que je vais réussir dans ma vie? Qu'est-ce que je vais devenir? Parce que là, tu es toute seule. Au moins, quand tu es en famille, tu te dis, si ça ne va pas pour moi, il y a quelqu'un qui va m'épauler derrière, qui va m'aider à avancer. Mais là, je vois que, en tout cas, ce n'était pas dans mes projets. En tout cas, ce qui se passe, ce n'était pas dans mes projets. Mais bon, il faut faire avec. C'est la vie. Moi, je pense que si on parle d'immigration, ce qui est le plus difficile aujourd'hui, c'est les contextes dans lesquels on travaille. C'est-à-dire qu'on travaille dans un contexte qui n'est pas tout à fait favorable pour porter ce qu'on veut porter, cette vision de la promotion de la mobilité, de l'inclusion, de la participation citoyenne des personnes migrantes. On vit plutôt dans un contexte où la xénophobie et les sentiments de xénophobie sont grandissants, où les contextes institutionnels ne nous appuient pas beaucoup dans cette idée de promouvoir l'inclusion, pour promouvoir la participation pour toutes les raisons qu'on connaît. Parce que je suppose que la vie est plus meilleure ici que là-bas, mais
c'est le fait qu'ils souvent ils font un peu trop de différence. Moi, c'est ça qui me fait un peu peur. Déjà, du côté racisme déjà qu'on a étudié aujourd'hui. De ce côté déjà, moi, ça me fait un peu peur de vivre ici parce que je sens que ça ne va pas être facile. Ça, c'est sûr déjà. J'espère, je souhaite que les migrants puissent être reconnus dans tout ce qu'ils apportent à la France. Ils vivent dans un climat un peu particulier quand même. Franchement, on devrait durement. Et des fois, on le sait mal. Je vous dis la vérité. On le sait mal. Vous voyez le foyer là où on habitait. C'est le foyer qu'ils sont en train de reconstruire. Ouais, ils viennent de construire. Donc, voilà. Maintenant, ils vont le détruire. Ils vont le détruire. Ils vont dire, donc, ils vont loger ceux qui ont des papiers, qui sont des sans-papiers. On peut pas compter sur eux. On vous laisse à côté. Pour eux, nous, on n'existe pas. Nous, on n'existe pas. Je suis habillé correctement, normalement. Mais par accident, on tombe sur un contrôle. Monsieur, carte d'identité, tu n'en es pas. Ok, on te refoule au pays d'origine. C'est la faute à qui? Je ne sais pas. Pourtant, on gagne tout le monde. On paye tout le monde, on cotise. On fait des impôts, on paye les impôts, on fait tout. Mais on n'est pas en sécurité. On vit dans la crainte. Quel jour on va retourner au Sénégal? Quel jour jusqu'à présent, on est en attente. Des fois, je reste tout seul dans mon coin et réfléchir à la situation comme elle est. Comme je n'ai pas de solution, je ne sais pas quoi faire. Donc, j'essaie de faire semblant que tout ça se passe bien. Mais au fond de moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est des années sans voir ma famille, ma mère, tout le monde. Moi, je souhaiterais qu'on puisse un petit peu tous unir nos forces pour servir un peu cette cause, qu'ils puissent accéder à leurs droits, en fait, tout simplement. Si je savais, et si c'était à refaire, je ferais autrement. Donc, comme je suis là, je vais continuer à se lancer. Peut-être que je vais gagner ma vie, peut-être ma chance est ici ou ailleurs. Mais je vis au jour au jour.